a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans l'émission Ordinaire Extra et aux portes du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, nous allons avoir une formidable discussion avec Julien Perron autour du thème Rester centré sur ses projets lumineux en temps de turbulence. Et donc Julien, je vais te présenter un petit peu, puis tu vas compléter surtout. Donc moi, ce que je te suis depuis un moment, donc je vois que tu es à l'initiative, tu as créé le festival L'école pour la vie, un congrès aussi qui s'appelle Innovation en éducation, puis un magazine auquel je suis aussi abonnée. Et aussi, tu as créé un documentaire qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous ? Et moi, du coup, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui a pu t'animer depuis l'enfance et faire que, voilà, je crois que tu as 41 ans, on a le même âge. Comment, voilà, tu en es arrivé à tous ces sujets passionnants et à créer tout ça? Et qu'est-ce que ça crée dans ta vie personnelle? Et voilà, on va discuter autour de ça. Alors, c'est bien parce que tu m'as rajeuni. En fait, j'ai 43 ans. D'accord, ok. Ça me va. Moi, je veux bien qu'on dise que j'ai 41. Ouais. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à réaliser tout ça? Je crois que c'est multifactoriel, hein, comme beaucoup de personnes. C'est l'histoire d'une vie. Hein. Donc, pour remonter un petit peu au début, donc, parmi les facteurs, il y a le facteur enfance, donc scolaire. Moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, je te laisse imaginer à l'époque, les profs, les professionnels qui sont dans le monde de l'éducation n'avaient pas forcément les outils, je pense, étaient équipés ou formés pour accompagner les enfants qui sont un peu différents dans leur méthodologie d'apprentissage, quoi, tout simplement. Maintenant, de plus en plus, on les forme, mais à l'époque, je crois qu'ils n'étaient vraiment pas formés. Donc, moi, ce que j'ai retenu de l'époque, quand on m'a dit en fait, que j'étais dyslexique, c'est surtout en fait, qu'on m'a dit que j'étais un enfant différent. Et ça, c'est hyper bizarre en fait, quand tu es gamin, parce que je devais avoir 6 ans quand on me l'a dit. C'est très bizarre en fait d'entendre ça parce que toi, tu n'as pas du tout l'impression d'être différent, tu as l'impression d'être comme tout le monde. Et donc, moi, j'ai eu la chance, je crois, de tourner ça de manière très positive, mais je vois bien là dans mon entourage, parce que évidemment, ce sujet me passionne et m'intéresse beaucoup, tout ce qui est rattaché au 10, quoi, parce qu'il y a plusieurs formes de 10. Et je vois que pour beaucoup, pour ne pas dire peut-être 60-70%, ils l'ont vécu vraiment très mal en fait, pendant leur enfance, puis ça les suit maintenant en tant qu'adultes. Ouais. Donc moi, je me dis que l'un dans l'autre, j'ai quand même eu de la chance de transformer tout ça, parce que je pense, mais c'est maintenant en fait dans ces réflexions, mais à mon avis, j'ai voulu transformer ça et me dire, voilà, ok, je suis différent, je vais cultiver cette différence, pas de problème. Et en fait, je suis devenu le clown dans la classe, quoi. Donc moi, je faisais rire tout le monde, je faisais des bêtises. Et en fait, je me suis amusé pendant mon parcours scolaire parce que les enseignants n'arrivaient pas à retenir mon attention, parce que moi, je faisais beaucoup d'efforts pour essayer de faire comme tout le monde, mais au final, j'y arrivais pas, quoi. C'est-à-dire que quand tu passes des heures et des heures à réviser pour essayer de faire comme tout le monde et avoir une bonne note, et qu'au final, tu as 0, ou sur une dictée, tu as moins 40 fautes d'orthographe, progressivement, au fur et à mesure, tu perds confiance, mais radicalement. Et donc, pour compenser, moi, en fait, je faisais rire tout le monde. C'était, on va dire, mon atout. C'était là où, on va dire, j'excellais, quoi. Et ça a suivi jusqu'au bac, quoi. En fait, j'ai passé 2 fois mon bac que j'ai pas eu. Donc, en gros, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sans diplôme, hein. Même le BEPC, je ne l'ai pas eu. Et ce qui fait que, à un moment donné, je décide d'arrêter les études quand je passe une deuxième fois mon bac et je me dis, bon, en fait, les études, ce n'est pas fait pour moi. Donc, je vais essayer de découvrir le monde professionnel et un peu découvrir ce monde que je ne connaissais pas. Et donc, j'ai été agent de sécurité, facteur, barman. J'ai fait plein de petits métiers comme ça pour me rendre compte qu'au final, il y avait une grosse pression sociétale pour avoir un diplôme, parce que si tu n'as pas de diplôme, on te fait croire que tu vas rater ta vie. Donc, à l'époque, on pouvait faire un BTS en alternance, même si on n'avait pas notre bac. Donc, j'ai choisi, en dépit de cause, action commerciale. Je me suis lancé là-dedans et au final, je n'ai pas pu suivre ces études parce que ça a été un peu compliqué dans ma vie. Je vais faire très court, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé SDF en fait, pendant plus de 6 mois. Et donc, je ne pouvais pas réviser, quoi, c'était impossible. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas eu ce BTS. Mais par contre, le gros avantage, c'est que tu es dans une entreprise en alternance. Et là, en fait, contre toute attente, j'ai révélé en fait mes excellences. Je ne savais pas en fait que j'étais bon
en homme de communication, en homme de marketing, parce que je n'avais jamais appris ça. Donc, ça a été purement une découverte, mais dans le monde professionnel. Et j'ai vu que j'avais une facilité à fédérer les gens autour de moi, ce que je ne soupçonnais pas en fait. Moi, j'aimais bien et j'aime encore maintenant organiser des soirées, j'aime bien organiser des rencontres familiales ou des grands événements pour des amis. Là, je suis en train d'organiser un week-end pour une trentaine de potes. J'adore faire ça en fait, parce que pour moi, c'est hyper simple. Je sais que pour les autres, c'est compliqué, c'est une prise de tête. Et moi, c'est très simple pour moi de faire ça. Donc, je découvre ces excellences. Je vois aussi que du coup, c'est très bénéfique pour l'entreprise dans laquelle je travaille parce que le chiffre d'affaires augmente d'année en année. Ils commencent à s'acheter une grosse voiture, après un gros bateau. Donc, je vois en fait que le fruit de ma créativité, de l'énergie que je mets, des compétences en fait que j'ai, bénéficie à l'entreprise. Et donc, je décide à 23 ans de créer mon entreprise parce que je me dis, ça n'a pas de sens en fait ce que je faisais à l'époque et je voulais mettre à contribution ce que j'avais pour moi décelé comme des excellences, comme une capacité innée, quoi. Mais pour les autres, pour le bien commun, pour la planète, je voulais vraiment qu'il y ait du sens derrière tout ça. Et donc, je me voilà parti dans une étude de marché. Donc, une étude de marché que je n'avais jamais appris. Donc, c'est mon étude de marché que j'ai faite tout seul, quoi. Et je découvre à l'époque que l'idée que j'ai d'amener les gens à voyager comme moi je voyageais à l'époque, c'est-à-dire avec mon sac à dos, en pleine nature, en contact avec les gens. J'aime bien, j'adore manger. Je suis quelqu'un d'épicurien, de gourmand, donc j'aime bien découvrir aussi l'aspect culinaire des pays, enfin plein de choses. Et donc je me dis, tiens, je vais proposer au monde ma façon de voyager à travers mon regard. Et je te rappelle que j'ai aucun diplôme, donc, et encore moins dans le tourisme. Et puis au final, à l'issue de cette étude de marché, je vois que ce que je veux proposer n'existe pas. Et pendant ce temps-là, je fais un bilan de compétences auprès de quelqu'un et il s'avère que je lui parle de cette idée que j'ai eue le matin. Et il me dit, écoute, va voir mon frère, il est directeur d'une agence de voyage et lui, il va te dire tout de suite si ton idée elle est bonne ou pas, quoi. Et donc, je suis allé le voir, j'ai vu des dollars briller dans ses yeux et je me suis dit, tiens, là, je tiens un truc. Et puis, en fait, je me suis lancé. J'ai commencé à créer le premier site Internet. Donc, en fait, j'ai bidouillé. Je me suis entouré d'une personne à l'époque, un webmaster qui connaissait pour créer des sites web. Et j'avais encore un pied dans le monde de l'entreprise dans laquelle j'étais en alternance. Et puis, au fur et à mesure, les médias ont commencé à s'intéresser à ce que j'avais mis en place. Alors, c'était quoi là que tu mettais en place exactement? Alors, ça s'appelle Néhorizon Travel, qui existe toujours. Et en fait, c'est un réseau qui regroupe des agences de voyage et des hébergements qui sont orientés sur de l'éco-responsabilité, sur du bien-être. Okay. Et au bout de 3 ans de lancement en fait, du site, donc je suis toujours dans l'entreprise, mais en même temps, le site est en train de se lancer. En fait, je m'aperçois que je suis en train de créer le marché du tourisme éco-responsable. Et là, d'un coup, les médias s'intéressent de plus en plus à moi. En fait, ils découvrent que j'étais champion de France de Kung Fu en 99. Ils voient que je suis un gamin en fait, qui est en train de se lancer. Je leur explique ma situation. À l'époque, je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. J'ai 2 stagiaires qui sont avec moi et je les félicite et je les remercie encore, quoi, parce que c'est juste dingue de se retrouver à 3 dans un 10 mètres carrés pour lancer une entreprise, quoi. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, je commence à me dire qu'il me faut des sous parce que je n'avais pas de sous. Je fais ce qu'on appelle une levée de fonds. Donc, je vais chercher des investisseurs. Et il y a un investisseur que je remercierai jamais autant, quoi, parce qu'il m'aide, en fait, très clairement. Il injecte suffisamment pour que je puisse sortir de ma chambre de bonne, aller dans une pépinière d'entreprise et commencer à recruter du monde. Et en fait, après, l'histoire du développement de mon entreprise va un peu prendre un nouveau tournant à ce moment-là, parce que, oui, ça va développer davantage l'activité. Je vais être enfin dans un bureau. On va plus se retrouver dans ce 10 mètres carrés à 3. Je vais recruter 4 personnes, donc on s'est retrouvé à 7. Et puis, voilà, pendant 2 ans, on a développé Néhorizon Travel pour m'apercevoir qu'au final, ce marché ne m'intéressait pas, le marché du monde du tourisme. C'est un marché, à mon sens, de ce que j'ai vécu, beaucoup de requins, en fait. C'est très, très pervers, je trouve, comme milieu. Et donc, je décide de créer une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui est dédiée aux thérapeutes, aux professionnels du bien-être, au monde de la connaissance de soi. Et là encore, en fait, je crée le marché du bien-être à l'époque, qui était quasi inexistant parce qu'on parlait de Naturalia, donc c'était une boutique bio, on parlait de Marjolaine pour un salon, et puis du salon Zen qui était un peu au balbutiement en fait du salon. Mais sinon, c'était en quelle année ça? Il faut se replonger en 2006, 2006. Et à l'époque, quand on parlait bien-être, dans la tête des gens, c'était thalasso ou balnéothérapie. Et on n'imaginait pas autre chose que moi, ce que je connaissais depuis ma tendre enfance, parce que ma mère s'intéresse à tout ça depuis que je suis gamin.
Donc, Ah, elle tirait des cartes, elle était cartomancienne, elle mm, faisait des thèmes astrologiques par passion, hein. Et donc, mm, moi, j'ai gagné un peu là-dedans. On allait voir des thérapeutes. Nous, à l'époque, on avait un médecin de famille, mais on allait voir quand même des iridologues ou des sophrologues ou mm, des personnes comme ça. Donc, j'avais envie, en fait, de montrer au monde un autre regard, en fait, sur ce milieu qui était très pointé du doigt et réservé à des gens qui étaient bizarres ou des hippies ou mm, parfois peut-être dans la tête des gens qui faisaient partie de sectes, quoi. Donc, mm. voilà, je voulais démocratiser le monde du bien-être, donc on crée ça. Et puis voilà, je vais essayer de raccourcir parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais depuis que j'ai lancé Néo Bien-être, donc du coup à Paris, eh bien, ça m'a amené à réaliser 2 films. Donc le film C'est quoi le bonheur pour vous? Puis L'école de la vie, une génération pour tout changer. Ensuite, on a créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous? Qui est rattaché au Mm. film C'est quoi le bonheur pour vous? On a créé un festival qui s'appelle le Festival pour l'école de la vie, dont tu parlais, qui est parti d'origine d'un pique-nique. Un pique-nique qui était juste pour fédérer les gens qui voulaient en fait m'aider à créer une école que j'ai envie de créer qui s'appelle l'école de la vie, qui est une école alternative. Après, ça nous a donné envie de créer un événement plutôt lié aux professionnels, et donc c'est le congrès innovation en éducation. En parallèle de tout ça, on organise des séjours vélo, yoga et méditation, et j'accompagne des groupes parce que je suis passionné de vélo, et donc on part en autonomie avec notre tente, nos bagages et un prof de yoga pendant une semaine. Et puis, on a créé ce magazine papier, Innovation en éducation. Après, on a créé le podcast Innovation en éducation. Le podcast, c'est quoi le bonheur pour vous? Et j'ai une liste encore de 16 projets sur mon bureau. Donc, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais Mm. ouais, ce qu'il faut retenir, je pense, derrière tout ce que je dis, c'est que on peut partir de rien, parce que moi, je pense que je représente en fait un peu cette étiquette de je pars de rien et je réussis à créer ma vie de rêve. Et notre vie de rêve, elle est vraiment très interdépendante et dépendante de chaque individu. Donc, on a chacun une vision de ce que pourrait être notre vie de rêve. Et donc, moi, ce que je vis ne correspond pas évidemment à tout le monde. Parce Mm. que quand tu décides de mettre toute ton énergie, ton temps à créer ta vie de rêve, et qu'en plus de tout ça, ça contribue au monde, c'est-à-dire que tu Ouais. participes à un égrégore positif, à une pierre positive sur notre planète, tu fais un vrai choix de vie. C'est un Mhm. vrai. Et le choix de vie que moi j'ai fait, c'est évident que ça ne correspond pas à tout le monde. C'est une certitude. Donc ça, Mhm. c'est le premier point, c'est de se dire qu'on peut partir de rien et réussir, sous condition d'avoir décelé nos compétences innées, nos excellences, et de les mettre à contribution pour les autres. Donc pour Mhm. l'humanité, pour la planète, pour notre entourage, pour un arrondissement, peu importe. Mais l'idée, c'est de mettre vraiment à contribution pour les autres. Ça, c'est hyper important. Et le Mhm. deuxième point, à mon sens, qui est important, c'est d'être en permanence, tous les jours, de faire du mieux qu'on peut pour être sur ce chemin qu'on appelle la connaissance de soi. Et là, moi, je prône vraiment de mettre en place des routines de vie dans notre vie, au même titre Mhm. qu'on mange ou on se brosse les dents ou qu'on prend une douche, c'est devenu une routine. Et ben, à chacun de trouver la routine dans sa vie qui va lui permettre d'être bien dans son corps et d'être bien dans sa tête. Mhm. Pour moi, ça passe par une bonne alimentation, par un bon sommeil, par avoir une activité sportive régulière, se rapprocher de la nature le plus régulièrement possible, exercer des moyens, des techniques de relaxation assez régulièrement, peut-être 5-10 minutes par jour, se couper des informations négatives et aller chercher vraiment l'information qui nous nourrit, qui nous apporte vraiment du bien. Et puis, s'entourer de gens positifs aussi qui nous nivellent vers le haut, quoi. Ça, ce que je suis en train de te citer, ça, c'est les routines que moi, j'ai mis en place dans ma vie. Et donc, Mhm. c'est intégré comme une routine, voilà. Et ça me permet, dans ma vie de tous les jours, déjà, en fait, d'être juste bien tous les jours, d'être Mhm. excité comme une puce tous les matins quand je me réveille, parce que je suis bien dans ma tête et que je suis bien dans mon corps et que je prends soin de moi. Et pour moi, c'est une responsabilité citoyenne de prendre soin de soi. Et donc, il faut vraiment amener les gens là, qui nous écoutent ou qui vont regarder cette vidéo à conscientiser que c'est une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi. Mhm. Donc, à chacun de trouver vraiment ce qui est bon pour lui, qu'il le nourrisse vraiment à tous les niveaux. Et là, on change l'humanité, mais allez, en moins de Mhm. 25 ans, allez, en moins d'une génération. Ouais, donc là, j'adore écouter tout ton parcours là, mais j'ai 10 000 questions. Mais déjà pour justement, quand tu abandonnes le bac et tout ça, est-ce que dans ta famille, t'avais quand même, on te soutenait parce que comme tu disais, ta confiance en toi, elle avait été un petit peu mise à mal. Donc, est-ce que tu avais un socle de confiance ou tu as dû le retrouver par toi-même? Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, et là, je remercie mon frère. Mon frère, à l'époque, j'ai l'âge de 12 ans, et j'avais un trop plein d'énergie. Souvent, les enfants qui sont un peu différents, qu'on dit différents, souvent, ils ont beaucoup d'énergie. Et j'avais un trop plein d'énergie. Et mon frère me dit un jour, parce que lui s'était mis au kung-fu, et il me dit, écoute, tu devrais essayer. Viens un jour, viens un soir.
Et en fait, ça a été une révélation. J'en ai fait pendant 14 ans après. Et ça, en fait, très clairement, ça m'a redonné confiance en moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un adulte qui m'a fait confiance, qui a cru en moi et qui m'a tiré vers le haut. C'est grâce à lui, quelque part, en fait, que j'ai été champion de France en 99, parce qu'il a vraiment cru en moi. En fait, il avait cette capacité, je crois, pour tout le monde, de nous emmener en dehors de nos limites à chaque fois qu'on allait, à chaque cours. On y allait 3 fois par semaine. À chaque fois, on allait au-dessus de nos limites. Et pour moi, c'était incroyable, en fait, de découvrir que, bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, j'étais fatigué, éreinté sur des positions, sur des exercices spécifiques. Et lui, il avait cette capacité à, hop, toujours, en fait, monter d'un cran. Et donc, je me suis rendu compte progressivement, au fur et à mesure, du coup, bah, qu'il y avait une vraie connexion entre l'esprit et le corps. Mais ça, il ne nous le disait pas de manière directe. Ça a été vraiment purement intuitif. Et c'est ça aussi qui m'a amené de plus en plus à m'écouter, en fait. Et j'adore le livre de Lise Bourbeau qui dit « Écoute ton corps », parce que ça aussi, c'est une belle recommandation qu'on peut dire à tout le monde, c'est vraiment de s'écouter. Je trouve que les arts martiaux, le sport, une passion aussi, pourquoi pas, peut nous amener davantage justement à nous écouter. On est quasiment parfois en mode méditatif. Tu sais, pour moi, la méditation, ce n'est pas juste le moine que tu vois qui est assis, qui est dans un beau décor très inspirant et qui est concentré sur sa respiration. Pour moi, ce n'est pas que ça. En fait, la méditation, pour moi, vraiment, le cœur de la méditation, c'est d'être focalisé et concentré sur quelque chose. Et donc, pour la plupart des gens qui sont passionnés de quelque chose, généralement, ils sont à un moment donné dans un stade de méditation parce qu'ils sont focus sur ce qu'ils font. Et les arts martiaux m'ont amené ça. En fait, ça a canalisé mon énergie, ça a canalisé ma concentration, parce que sur tous mes bulletins, il y avait marqué « Julien a la tête dans les étoiles »,« Julien n'est pas concentré »,« Julien manque de concentration »,« Julien est dispersé », et tout, etc. quoi. Et donc, pour moi, ça a vraiment été les arts martiaux, c'était une école de la vie en fait, qui m'a vraiment recentré. Mais une fois de plus, à chacun en fait, de trouver ce que ça peut être, parce que je suis vraiment convaincu que chacun peut trouver un truc qui l'anime vraiment. Alors évidemment, c'est des rencontres humaines, hein. Je parle de notre maître qui a été vraiment très important dans mon parcours. Il y a beaucoup ça aussi, de la rencontre humaine, de ce qui va se passer. Mais vraiment, la passion amène vraiment, peu importe ce que c'est, cette dimension-là. En fait, c'est une école en parallèle. En fait, c'est l'école de la vie, quoi. Donc ouais, moi, j'ai retrouvé cette confiance à travers le Kung Fu. Ouais. Ah oui. Et après, comme tu disais, c'est toi ce que tu aimes personnellement, tu le mets au profit de la communauté. Et comment justement tu arrives les deux sont reliés, mais comment à des moments tu dis là, je me sens sur moi, même si tout ça peut passionner tout le monde, là c'est d'abord moi. Voilà, comment équilibrer ce qu'on offre aux autres, même si c'est ce qui nous anime déjà nous. Comment toi tu fais? J'en reviens à la routine. Ouais. En fait, comme je te disais, je crois un des ingrédients qui me paraît vraiment important pour tout le monde, c'est-à-dire citoyen lambda, entrepreneur qui a envie de se lancer, c'est vraiment de conscientiser cette notion de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Ouais. Et en fait, on est dans une société, et là, je réfléchis à l'échelle globale, mondiale, en fait, qui nous fait croire que c'est égoïste de s'occuper de soi, tu vois, avant de s'occuper des autres. Alors, c'est vraiment tout l'inverse. Il y a un très bel exemple qui est sûrement cité plein de fois, c'est quand tu es dans l'avion, le steward, il t'explique que si à un moment donné, il y a une dépressurisation, l'idée, c'est que tu te mettes d'abord le masque sur toi avant d'aider ton voisin, ta copine, ton copain qui est à côté, quelqu'un qui est à côté de toi. Et c'est le même principe en fait dans la vie. Donc, vraiment, si tu conscientises ça, si tu le mets en place dans ta vie comme une routine, généralement, après, tout le reste, ça suit naturellement. Parce que ça développe tellement de bienfaits. Déjà, tu as un regard sur le monde qui est beaucoup plus éclairé. Tu es beaucoup plus en connexion avec ta partie intuitive, avec ta partie créative. Tu es lumineux, tu dégages une énergie qui est aussi inspirante en fait pour les gens qui sont autour de toi ou qui vont t'écouter là quand on est en train de discuter. Et c'est vraiment la clé de voûte, c'est vraiment la base. Et en fait, cette base-là, moi, je l'appelle la connaissance de soi ou le savoir-être. Et c'est tout ce qui nous manque dans notre société, dans le monde, c'est-à-dire de l'intégrer le plus tôt possible dans notre société. Et donc, évidemment, ça passe par l'éducation, ça passe par les parents, forcément, mais ça passe globalement par la société. Si on intégrait ça le plus tôt possible, le domaine de la connaissance de soi, autrement dit, si les gens se connaissaient, je suis quasiment sûr qu'il n'y aurait pas de guerre, qu'il n'y aurait pas de confrontation, qu'on se comprendrait en fait les uns et les autres. Là, on est face à une population mondiale, peut-être 70% des gens, ils ne se connaissent pas en fait, parce que tout notre système nous fait passer à côté de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Les 30% restants, il y a des gens à un moment donné qui ont des déclics dans leur vie face à un burn-out, une personne qui décède autour d'eux,
un accident. Alors, je ne leur souhaite pas, mais souvent, ça arrive, hein, c'est comme ça. Et si ce n'est pas le cas, ça va être une rencontre positive, une conférence que tu as entendue, un mot dans un texte que tu as lu ou juste une phrase qui, clac, va générer un déclic. Et là, tu vas prendre du recul et tu vas commencer à conscientiser en fait que tu es totalement en décalage avec qui tu es réellement, quoi. Et c'est ça qui est beau, c'est que si on est 8 milliards sur notre planète, on est 8 milliards de personnes différentes et donc tous complémentaires. Et c'est ça, c'est la connaissance de soi en fait qui t'amène après, une fois que tu connais, tu as envie de transmettre ça, tu as envie de donner tout ça au monde, quoi. Oui, la connaissance de soi, mais appliquée avec le respect de soi, réellement le mettre dans le quotidien, parce que des fois, on se connaît, mais justement, après, on n'applique pas les choses indispensables. On voit qu'on est en décalage, mais après, c'est d'avoir le courage de, comme tu dis, de mettre en place ses routines et de ne pas déroger pour soi de tout ce qui nous fait du bien, quoi. Exactement. Et ça, c'est le point qui est délicat dans notre société, c'est la constance et la persévérance. Mais tout ça, en fait, ça s'apprend. Tu vois, moi, je l'ai appris à travers les arts martiaux, mais une fois de plus, je pense qu'on peut nous l'apprendre le plus tôt possible sur les bancs de l'école. On peut semer des graines, en fait, dans cette direction. Donc, c'est pour ça que pour les gens qui nous écoutent, il ne faut pas se flageller. Il faut juste déjà se dire et le faire du mieux qu'on peut tous les jours. Si tu fais du mieux que tu peux tous les jours dans cette direction, c'est-à-dire de prendre soin de toi, en gros, grosso modo, avant ta femme, avant ton mari, avant tes enfants, avant ton entreprise. Si tu fais ça déjà, ça change quand même énormément de choses parce qu'il y en a très peu en fait qui font rien que ça, du mieux qu'on peut. Je te donne un exemple. Imaginons par exemple ce matin, j'aurais pas mis en place ma routine habituelle. C'est-à-dire, moi je m'étire, je fais du yoga, je fais des exercices de relaxation, j'aime bien aussi faire un peu de musculation. Imaginons que je n'avais pas fait ça ce matin pour X raisons. Eh ben, je me serais rattrapé dans la journée avec quelque chose. Par exemple, je vais aller faire du vélo peut-être un peu plus longtemps. Ou, tiens, ce soir, je ferai une méditation peut-être un peu plus longue. Tu vois ? Donc, il y a toujours un truc quand même que tu peux faire dans la journée dans cette direction de prendre soin de toi. Et c'est ça vraiment qu'il faut faire, c'est faire du mieux qu'on peut tous les jours pour prendre soin de soi. Et on est tous différents. Donc, c'est à chacun de trouver vraiment qu'est-ce qui est bon pour lui et qu'est-ce qui le nourrit positivement, tu sais, qui lui apporte de bonnes énergies, quoi. Bah oui, puis qui ne dépend pas des autres. C'est ça, c'est nourrir sa propre source, enfin, aller à sa propre source et pas, parce que des fois, on fait des choses, mais on pourrait même, dans tout ce que tu fais qui contribue au monde, tu pourrais avoir des attentes cachées, de recevoir, de nourrir quelque chose qui n'est pas nourri en toi. Et en fait, si tu l'as toi bien nourri et qu'en fait, juste après, tu le transmets, tu n'as pas ce problème de te retrouver déçu ou de te retrouver en déficit, quoi. Ah non, c'est clair. En fait, c'est même un cercle vertueux. Ouais. Mais vraiment, la base, c'est ce que dit Gandhi, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, si à chaque fois, tu attends d'une ressource extérieure, peu importe ce que c'est, ce n'est pas encore le bon chemin. Le bon chemin, en fait, c'est toi, en fait. C'est toi qui sais réellement ce qui est bon pour toi. Mais pour ça, voilà, il faut mettre en place des mécanismes et une routine. Donc, beaucoup de persévérance, il ne faut rien lâcher, quoi. Et au bout d'un moment donné, tu vois vraiment les bénéfices, quoi. Tu sais, tout ce que j'ai mis en place jusqu'à aujourd'hui, ce que je t'ai cité, les festivals, les films, le jeu de cartes, le magazine, etc., tout, je l'ai fait de manière intuitive. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule fois, j'ai été que dans les directions de choses, si tu es un peu pragmatique, c'est que des directions de trucs que je ne maîtrise pas à l'origine. J'ai jamais appris à créer un festival, jamais appris à créer un congrès, jamais appris à réaliser, à produire des films, jamais à créer un magazine, etc., etc. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que intuitivement, j'ai senti en fait qu'il fallait que je le fasse. Pour sentir ça, pour être à l'écoute de ton intuition et l'écouter, je reviens à ce que je dis, il faut prendre soin de soi. C'est une des clés, quoi. C'est vraiment la clé, je vais tourner en boucle peut-être là aujourd'hui, c'est la connaissance de soi. C'est vraiment. Je crois que de toute façon, il faut insister, donc il n'y a pas de souci. Ah non, c'est ça. Hein, et c'est vrai qu'après, les idées qui te viennent, elles, encore une fois, elles ne viennent pas de quelque chose pour toi, elles viennent à travers toi pour le monde finalement. Mais et oui, ça, la différence aussi, c'est que voilà, il n'y a pas d'attente, tu n'as pas d'attente pour toi à ce moment-là. Mais c'est clair. Et moi, je le dis, en fait, les idées qui arrivent ne m'appartiennent pas. Tu vois, en fait, pour imaginer, on peut considérer qu'on était un peu comme un poste radio qui capte une onde sans le vouloir quelque part. Et c'est là, en fait, où tu es capable d'écouter en fait, cette intuition. C'est que si. C'est un peu comme un muscle, je trouve. Tu vois, si
tu es de plus en plus à l'écoute, tu l'écoutes, et donc du coup, tu vas dans cette direction. Et pour moi, c'est clair que toutes les idées qui arrivent, c'est des idées en fait qui ne m'appartiennent pas. Et d'ailleurs, Einstein le disait, Léonard de Vinci le disait, plein en fait, de personnes très érudites en fait, dans notre société vivaient la même chose parce qu'elles avaient compris qu'il fallait qu'elles s'occupent d'elles avant de s'occuper des autres, de leur entreprise et tout, etc. Donc oui, et même je vais aller même bien plus loin, je me sens carrément accompagné. Je sens en fait que je suis guidé. Je sens que, je sais pas, il y a des très bonnes énergies en fait derrière moi. Tu vois, je suis pas seul. Je sens que je suis accompagné. Ouais. Tous ces projets ne te mettent pas, encore une fois, en déficit de fatigue, de perte d'énergie. C'est comme du coup, c'est l'intuition qui te guide et que t'es aidé, t'es porté. L'énergie circule tout le temps, quoi. C'est pas quelque chose qui Mais te. c'est ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand je t'écoute, je me dis, les gens ils vont dire, c'est génial en fait. Mais en fait, c'est pas quand même aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu peux mettre de l'énergie, du temps pour les autres, mais pour autant ne pas t'occuper de toi. Ouais. C'est le cas de beaucoup de thérapeutes, par exemple. C'est ce que j'observe, c'est-à-dire que le thérapeute va mettre beaucoup de temps et d'énergie pour prendre soin des autres, et très souvent, il est bon en fait dans cet exercice, mais il oublie complètement de prendre soin de lui. Donc forcément, à un moment donné, ça crée un décalage. Ouais. Et donc, pour continuer à rentrer et à préserver ce cercle vertueux, il faut tout le temps en fait prendre soin de soi, tout le temps, en permanence. Ouais. Et donc, il faut être à son écoute. Tu vois, par exemple, moi, dans mes activités, j'ai décidé, voilà, je suis réveillé tôt, naturellement. En ce moment, je suis réveillé vers 5h30, 6h. Mais quoi qu'il arrive, j'ai décidé qu'à 4h30 de l'après-midi, j'arrêtais de travailler pour que le reste de l'après-midi, en fait, ce soit pour moi. Parce que je suis toujours dans cette idée, en fait, de prendre soin de moi et de m'occuper de moi et d'être à l'écoute de moi, quoi. Je ne peux pas avoir une activité qui est florissante si moi, je ne me sens pas bien, si je suis fatigué, si je suis stressé, si je suis anxieux, si, enfin, tu vois, tous ces trucs un peu négatifs. C'est impossible. Et donc, il faut vraiment conscientiser qu'il faut d'abord que toi, tu sois sur un taux vibratoire qui soit bon, que toi, tu te sentes bien, pour que le reste devienne fluide et coule de source. Donc, c'est vraiment, tu vois, je reviens encore à ça, c'est vraiment s'occuper de soi pour que, évidemment, après, par la suite, tu restes dans ce cercle vertueux, mais c'est en permanence. Ce n'est pas parce que tu rentres dans ce cercle vertueux qu'il faut que tu lâches un petit peu. C'est tout le temps. C'est une vigilance, quoi. Exactement, c'est ça, ouais. Et est-ce qu'on a pu te reprocher des fois de penser trop à toi, entre guillemets? Est-ce que tu as pu rencontrer des conflits ou des incompréhensions dans ta vie personnelle ou... Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout, parce que du coup, ça peut devenir un extrême, ce que tu dis. Et moi, je ne suis pas dans une forme d'extrême. Là, je ne peux pas te le montrer, mais j'ai des tatouages sur mes bras qui sont en sanskrit. Et donc, un tatouage qui notamment veut dire Prajna Vimukti. Et donc, la Prajna Vimukti, c'est un état que les hindouistes, les bouddhistes aimeraient atteindre, qui est, pour synthétiser, la réunion du cœur et de l'esprit. C'est une espèce de liberté absolue où tu es le seul maître à bord, en fait. Tu n'es pas dénoué de toute fausse philosophie. Voilà, c'est toi, en fait, qui sais ce qui est bon pour toi. Et donc, quand tu es dans cette dimension-là, tu recherches en permanence l'équilibre. Et donc, c'est un autre tatouage que j'ai qui est en sanskrit et qui veut dire équilibre. Parce que l'équilibre, c'est hyper important dans tout. C'est-à-dire toute forme d'extrême, peu importe ce que c'est, même si tu sembles qu'elle est vertueuse, c'est quand même un extrême. Donc, à mon sens, il faut retrouver une forme d'équilibre. Et donc, mettre de l'équilibre dans tout ce que tu fais. Donc, ça veut dire que tu es tout le temps en fait comme ça. Et bien justement, ça permet de ne pas tomber dans les extrêmes et donc de ne pas être égocentrique, par exemple, et de consacrer toute ta vie qu'à toi et de s'en fiche en fait des autres, de ce qu'ils pensent, de leur bien-être, etc. Donc, il faut, à mon sens, tout le temps être dans cette zone d'équilibre et la rechercher, quoi. Oui, puis quand on s'est bien nourri soi-même, en général, on peut offrir aux autres, donc ils ne peuvent pas trop nous reprocher des choses, en général, c'est ça. C'est ça. Et puis, de ce que j'observe aussi, parce qu'évidemment, on est plein, on est des millions de personnes à aller dans cette direction, généralement, rien que le fait d'être, donc d'être en fait qui tu es, ça permet déjà en fait d'inspirer les gens autour de toi. C'est ça aussi qui nous manque dans notre société, et de ce que j'ai moi observé dans le monde de l'entreprise, c'est que la plupart des gens en fait ne sont pas qui ils sont. Ils jouent des rôles en fait, ils ont plein de masques, ils ont plein d'attributs, ils ont plein de. En fait, si c'est plein de personnes différentes, ça va être très compliqué, je pense, dans leur tête. Et moi, j'ai toujours été le même, c'est-à-dire tu m'aurais connu à l'époque quand je passais mon bac, tu verrais que je n'ai pas changé, j'ai juste un peu plus de poils blancs, peut-être des cheveux blancs.
Ça Mais, se voit pas. fonda- mais fondamentalement, en fait, je n'ai pas changé parce que pour moi, Mm. c'était inimaginable d'être une personne différente. Je trouve que Ouais, c'est trop bizarre, en fait. Et donc, il faut se rappeler ça, en fait. Il faut vraiment être être soi. qui on est réellement, quoi. Ouais, être soi. Mm. Ouais. Et Mais très, déjà, il faut se connaître, donc il faut déjà avoir des fois bien débroussaillé, parce que des masques, on peut en avoir mis depuis petit. Et... ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce que je te disais. Si on intègre ça le plus tôt possible dans notre système, Ouais. à l'éducation, les parents, Mm. tous les professionnels qui nous accompagnent pendant notre petite enfance, Mm. déjà, on résout un beau problème de l'équation, quoi, parce que c'est Ben vraiment ce oui. qui nous manque. Les gens ne se Mm. connaissent pas. On passe réellement à côté de qui on est. Et tu sais ce qui se Mm. passe, de ce que j'observe, généralement, arrivé à 50 ans, il y a un revirement. C'est-à-dire que les gens se sont occupés de leurs enfants, ils se sont occupés peut-être même de leur mari, de leur femme, des autres, mais ils ne se sont pas occupés d'eux. Et d'un coup, déclic, ils veulent changer de boulot parce qu'ils ont fait un boulot qui était purement alimentaire. Maintenant, les enfants, ils sont grands, donc ils vont voler de leurs Mm. propres ailes. Et bien souvent, ils vont divorcer, changer de boulot, changer de vie, en fait, tu vois, et donner Mm. vraiment du sens à leur vie, quoi. Et moi, je me dis, c'est trop dommage. Il ne faut pas attendre Ouais. 50 ans pour, tu vois, pour Mm. avoir ce déclic, quoi. Parce qu'on peut construire ça le plus tôt possible. Mm. Et toi, tu disais tout à l'heure aussi, tu voyages une bonne partie de l'année, tu es en déplacement. Et pareil, on pourrait se dire, bah oui, mais tout le monde ne peut pas faire ça, tout ça. Mais finalement, toi, tu t'es créé justement cette vie qui te convient parfaitement à toi. Et après, en faisant tes choix, tout venait avec ce choix-là. En fait, cette décision permettait quand même le reste, n'emmenait pas de blocage, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, mais dans ce cas, je vais passer à côté de ça, je ne vais pas pouvoir faire ça. Ou... Comment ça s'est passé pour toi finalement de... La vie est une résultante de choix, hein. En tout cas, Mm. la vie, ce que tu es là maintenant, pour moi, c'est une résultante de tous les choix que tu as fait. Mm. Et donc, évidemment, quand tu fais un choix, bah, tu mets de côté aussi d'autres choses. Mm. Et donc, pour revenir en arrière, bah, même pendant la période où j'étais SDF, je continuais à prendre le train pour aller à Deauville ou à Trouville. Donc, Mm. c'est vraiment des choix. À cette époque-là, en fait, les gens qui m'entouraient, ils mettaient de l'argent pour acheter des clopes, pour acheter de l'alcool, pour Mm. aller en boîte de nuit, pour s'acheter des fringues. Et ben moi, je ne mettais pas mon argent là-dedans. En fait, je mettais de l'argent de Mm. côté pour voyager, pour prendre des billets de Ouais. train et pour partir, quoi. Donc là encore, tu vois, c'est des choix. Ouais. Quand j'ai créé mon entreprise, je me suis posé plein de questions. Et une des questions pour moi qui était fondamentale, c'était, c'est quoi tes besoins, Julien? En Mm. fait, c'est un peu répondre à la question de mon film, c'est quoi le bonheur pour vous? Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi mes besoins? Et j'ai besoin de quoi, moi, dans la vie de tous les jours pour être bien heureux? Et mes Ouais. besoins, ils n'ont pas évolué. Comme je te disais, je suis épicurien, donc j'adore manger. Donc, bah, moi, j'ai besoin de manger et j'adore cuisiner des bons plats healthy. Mm. Le contact avec la nature, le contact avec les gens, l'amour, l'amitié, avoir un toit sur la tête, donc voyager et découvrir en fait de nouvelles cultures, ça, ce sont mes besoins. Et donc, Mm. quand j'ai créé l'entreprise, je me suis dit, maintenant que je connais mes besoins, que je les ai identifiés, il faut que je crée un modèle économique qui me permet un minimum de manger, dormir, rencontrer du monde, vivre en fait, tu vois, être dans la vie, quoi, l'amour, l'amitié, et tout, etc., rigoler, quoi. Et c'est encore le cas en fait aujourd'hui. J'ai pas des besoins matérialistes. Moi, je suis pas quelqu'un de matérialiste, donc j'ai des besoins en fait primaires, je pense, de l'être humain, et je Mm. les assouvis du mieux que je peux, en partant du principe que la vie est extrêmement courte. Notre passage terrestre est très très court. J'ai eu 3 grands accidents dans ma vie où normalement je ne devrais pas être là, je devrais être décédé. Et à chaque fois, en fait, le troisième encore m'a rappelé ça en me disant, mais tout peut s'arrêter comme ça, Ouais. Donc vraiment. chaque Et c'est jour, pas, ouais. profitons à fond, franchement. Et Mm. ça peut paraître une belle phrase comme ça, sortie de son chapeau, mais c'est tellement vrai. Et je pense que c'est dommage d'attendre de vivre des trucs comme j'ai vécu, 3 accidents. Mm. Et à chaque fois, je me suis dit la même chose. À chaque fois, je me suis dit, c'est quoi le message? Mais oui, c'est ça, en fait, c'est que tout peut s'arrêter. C'est-à-dire que là, on peut arrêter notre interview. Je vais sortir, je ne sais pas, par exemple, pour aller rejoindre quelqu'un. Je vais descendre les marches, je vais tomber, je vais me casser la nuque. Et voilà, je suis mort. Mm. En fait, tout vraiment peut s'arrêter comme ça en un déclic. Et c'est que quand tu le vis, je trouve que tu t'en rends compte. Mais Ouais. n'attendons pas, en fait, de vivre des situations comme ça. C'est une réalité, les amis. Vraiment, tout peut s'arrêter hyper rapidement. Donc, donnons-nous les moyens du mieux qu'on peut, chacun et chacune, pour essayer d'assouvir nos besoins et de vivre vraiment la vie qu'on a envie de vivre parce que ça passe trop, trop vite, quoi. Ouais. Et justement, les pensées peuvent créer hein, aussi. Tu te sers de ces outils, de visualiser ce que tu veux, etc. Tout à fait, tout à fait. J'ai découvert ça très tôt. Alors, moi, je pense avoir un avantage, c'est que j'ai commencé ce cheminement qu'on appelle la connaissance de soi très tôt. Donc, c'est vers l'âge de 10-12 ans.
Et donc, à l'époque, par exemple, en 95, je suis tombé sur le livre La prophétie des Andes qui a complètement chamboulé aussi ma vie, quoi. Parce que j'étais déjà dans ces réflexions et je suis tombé sur un livre qui disait ce que je pensais et j'ai trouvé ça génial. Et donc, dans les routines que je mets en place dans ma vie, bah, évidemment, il y a ça aussi. Tu vois, j'ai un tableau de visualisation chez moi. Évidemment, je cultive les pensées positives. Comme je te disais, je me coupe des informations négatives et je vais choisir l'information qui me nourrit. Vraiment, c'est une nourriture. Donc, ouais, il y a plein de petites choses comme ça, en fait, que tu mets en place dans ton quotidien, en dehors du sport, de l'alimentation, du sommeil, etc., qui fait aussi que ça te permet de tendre dans cette direction. Et les pensées, maintenant, il y a plein d'études qui le montrent, quoi. Évidemment, les pensées, c'est déterminant, en fait, dans ta vie, quoi. Donc, cultiver les pensées positives, c'est accessible à tout le monde, parce que c'est comme un muscle. Alors, certains disent qu'il faut 21 jours ou quelques mois, en fait, pour vraiment switcher dans notre cerveau et changer les connexions neuronales de, voilà, je vois plus les choses positives dans ma journée que les choses négatives. Moi, j'y crois. Mais une fois de plus, tu vois, ce qu'on entend aussi derrière, c'est que c'est la répétition. C'est vraiment voilà, il ne faut rien lâcher, quoi. Et c'est clair que tout ça, ça y participe, c'est sûr, hein. Les gens qui sont autour de moi te diront que bah, je suis optimiste et positif, quoi. Et pour terminer, est-ce que justement, mince, je voulais dire quelque chose et c'est reparti. Mince. Ah bah ça, on peut pas maîtriser ça. En tout cas, moi je trouve ça passionnant. J'espère que ça va vraiment apporter des clés à tout le monde. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est toutes ces rencontres, ces interviews que tu fais, c'est tout ce qui fait ta vie. Si tu devais citer quelques petites choses qui t'ont vraiment appris, qui ont été essentielles dans ton parcours et qui ont pu peut-être même des fois changer le cours des choses, ce serait quoi? Bah, pour moi, c'est des micro-changements en fait à chaque fois. Mais c'est toujours pareil. Tu sais, j'ai fait un TEDx, une conférence TEDx qui s'appelle L'éducation à la vie pour les curieux. Vous allez sur YouTube, vous tapez l'éducation à la vie. Et je commence le TEDx en disant, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que la vie, c'est comme une formation continue. On apprend tous les jours de nos expériences. Encore faut-il être attentif et retenir les leçons le long du voyage. Et donc, moi, j'ai l'impression que tous les jours, si on est attentif, on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps en permanence. Donc, et pour ça, je reviens un peu au bouquin de Lise Bourbeau, Écoute ton corps. C'est très important d'être vraiment à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses intuitions, de sa créativité. Je reviens aussi sur ce que tu disais quand j'ai créé mon entreprise. Non, je n'avais pas forcément un entourage proche autour de moi qui me disait « C'est génial, Julien, vas-y, c'est une super idée ». Il me disait beaucoup « Mais t'es fou !» Parce que je sortais d'une période où j'étais SDF. J'avais un emploi quand même et donc je gagnais de l'argent parce que j'étais en alternance. Et là, d'un coup, je me lance à 23 ans dans une chambre de bonne en disant, voilà, je vais créer mon entreprise dans le monde du tourisme, les amis. Donc, non, les gens, ils n'étaient pas positifs, quoi. Mais par contre, ce que j'ai retenu, c'est que c'est important d'avoir l'avis des gens, mais il faut s'écouter soi. Le plus important, en fait, c'est toi, quoi. C'est toi, en fait, ton meilleur guide. Et donc, c'est pour ça que je trouve que j'ai de la chance d'avoir commencé assez tôt le parcours de cheminement, de connaissance de soi, parce que je pense que ça m'a amené aussi, tu vois, à me dire, voilà, OK, je vous écoute, c'est vos filtres à vous, c'est votre conditionnement, c'est votre façon de voir les choses, mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que ça va marcher, ce que j'ai envie de faire, et j'y crois, et je vais le faire, que vous ayez envie ou pas, quoi. Et donc, Pas voilà. attendre d'être validé, quoi, par l'extérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, tu sais, moi qui m'intéresse depuis 10 ans là, beaucoup au monde de l'éducation, on voit quand même que adulte ou enfant, peu importe, c'est par l'expérience qu'on apprend. Et nous, en France, on pointe du doigt l'échec comme quelque chose de très négatif, alors que dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, encore plus en Californie, l'échec est venu mais vraiment de manière très positive parce que c'est comme ça que tu apprends en fait, c'est des leçons de vie. A priori, tout être humain en retire une leçon et normalement, tu ne vas pas refaire la même bêtise. Et donc, c'est pour ça que je me lance dans des activités de manière intuitive, parce que je sais aussi que déjà, moi, ça m'anime, ça me met en joie de me lancer là-dedans, que je vais découvrir quelque chose. Donc, du coup, ça m'anime aussi beaucoup. Et que, ouais, bah, potentiellement, je vais peut-être me planter, en fait, la première fois. Mais je m'en fous. En fait, ça fait partie du truc, quoi. Et c'est comme ça que je vais apprendre et que je ne vais pas faire d'autres bêtises après derrière et tout, etc. Et voilà, on est tous logés à la même enseigne parce qu'on est des humains et c'est vraiment par l'expérience qu'on apprend les choses. Donc, faut rentrer dans la vie, quoi. Faut rentrer dedans parce que sinon, on ne peut pas se confronter, on n'apprend pas et ça reste en surface, quoi.
Sinon, c'est purement intellectuel, en fait. Tu fais que réfléchir, réfléchir. Je te donne un exemple. Si à l'époque, j'avais été purement intellectuel en me disant, bon, je vais téléphoner à des producteurs dans le monde de cinéma, je vais téléphoner à des réalisateurs, et puis je vais prendre la température et je vais leur dire, voilà, j'ai envie de créer un film. Comment ça se passe par où vous êtes passé, quels sont vos conseils, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Franchement, si j'aurais fait ça, mais j'aurais jamais fait de film. Ça m'aurait en fait dégoûté quelque part parce que si j'avais su le temps, l'énergie qu'il faut mettre là-dedans, je me serais dit, non, je suis déjà très occupé, je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc voilà, il faut vraiment, je pense, vraiment se lancer, pas un cœur perdu parce que ça pourrait paraître un peu le monde des bisounours, mais se lancer vraiment dans des trucs en se disant, peu importe, déjà, moi, ça me met en joie et ça me fait vibrer, c'est le premier truc. Et donc après, peu importe ce qui se passe, on verra bien, mais ça va m'amener forcément de tremplin en tremplin. Je vais rebondir en fait derrière. Et cette capacité à rebondir, normalement, elle vient quand tu prends soin de toi, quand tu es vraiment dans ce cheminement de prendre soin de toi. Sinon, oui, si tu ne prends pas soin de toi, c'est compliqué de rebondir sur un échec. Ça, c'est sûr et certain. Oui, puis le signal qui fait qu'on y va, c'est que ça nous fait vibrer. On n'attend pas quelque chose en particulier. Bien sûr, on a envie de le faire et que ce soit porteur et que ça marche, mais l'élan, il est juste déjà dans « ça me plaît de le faire ». Après, on verra. C'est ça, et sans attente. Je trouve que c'est un des ingrédients, en tout cas dans ce que je vis. À chaque fois quand je me lance dans un truc, je n'ai pas d'attente en fait particulière. Je le fais parce que tu viens de le dire, parce que ça me fait kiffer en fait. Je me dis, waouh, je le sens et il faut que je sens qu'il faut que je me lance là-dedans. Et c'est difficilement explicable en fait. Tu le sens. Tu sens en fait que c'est ce chemin-là qu'il faut. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Bon, bah, c'est super. Là, voilà, on a beaucoup de choses, mine de rien, sur ces 3/4 d'heure de conversation. Et on a quand même l'essentiel sur comment rester focalisé, focus, centré sur nos projets lumineux et quelles que soient les turbulences extérieures. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment. Merci beaucoup parce qu'en tout cas, moi, ça m'a, voilà. Moi, je pense aussi à moi quand je fais ces interviews. Je me dis, j'ai envie, je vais apprendre. Et si j'apprends, les gens, peut-être ça leur plaira aussi. Bien, Bah, merci beaucoup. Je mettrai en descriptif de la vidéo tous les liens qu'on pourra retrouver facilement te concernant, tes projets, etc. Et puis, voilà, moi, si tu n'as rien de plus à ajouter pour aujourd'hui, je te remercie, c'est parfait. Merci Gwenelle. Moi, ce que je dirais juste, c'est cette phrase de Gandhi qui est encore encadrée dans mon bureau. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. J'invite les gens vraiment à réfléchir à cette citation qui est pour moi ultra puissante. Si on comprend ça et que dès ce soir, peut-être, on fait le premier pas dans cette direction, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir un monde meilleur. Donc, conscientisons qu'on a tous, en tant que citoyens, cette possibilité d'impacter le monde. Tous, vraiment tous. Donc, voilà. Et en fait, des fois, juste pour préciser, parce que moi, cette phrase-là, je pourrais vite dire, ah oui, alors il faut être avec son voisin, comme ci, comme ça, en paix, mais c'est surtout le changement en soi, avec soi, quoi. Mais oui, très clairement, bien sûr. Tout part de nous, tout part de soi. Ça, c'est vraiment la clé. Et une fois de plus, je rencontre suffisamment de personnes pour dire que tout le monde peut le faire, en fait. Tout le monde peut apporter sa contribution pour un monde meilleur. Sauf que c'est vrai qu'on est dans une société où on ne nous fait pas comprendre ça, quoi. Au même titre qu'on ne fait pas comprendre aux enseignants qu'ils ont une liberté pédagogique. C'est le même principe. Donc, du coup, il y a vraiment cette possibilité de chacun d'incarner la meilleure version de soi-même pour le transmettre aux autres et pour inspirer les autres à essayer de faire la même chose, quoi. Et ça, voilà, on est 8 milliards, donc… il y a de quoi faire. Hein. On va créer un beau futur lumineux commun. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup. Et puis, bientôt, une prochaine fois. Avec plaisir, merci. Merci.